20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Élection locale de 2022 à 5 mois de l'échéance, la délivrance des certificats de résidence en passe de polluer le climat politique. Nombreux sont les responsables du pouvoir ou de l'opposition à dénoncer des magouilles dans le processus d'obtention. Le maire Palassemble ne compte pas laisser ses manœuvres prospérer au sein de sa commune. Vous l'entendrez dans ce journal. Retour sur le discours du Khalife général des Tidjanes. La presse en a largement fait écho ce jeudi. Un sermon apprécié à la fois par le délégué général au pèlerinage et les Sénégalais. Pour Abdou Aziz Kébé, c'est un discours adapté au contexte du moment. La vaccination comme argument pour expliquer une tendance baissière des cas de Covid. Déclaration du ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, qui pense qu'il s'agit bien d'une hypothèse possible. Abdoulaye Diouf Sarr s'exprimait ainsi en marge d'une réception de 2 centrales d'oxygène au profit des CTE de Fan et d'Al-Jam. Et puis les 2 hontes de Tondibi à découvrir dans votre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction, un ouvrage de Mamadou Bamba Ndiaye qui relate la guerre qui a opposé l'Empire Songhai aux troupes marocaines. Les faits remontent au XVIe siècle. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. La politique à la une de l'actualité nationale, la délivrance des certificats de résidence, objet d'une vaste polémique à Dakar, mais aussi dans plusieurs régions du pays. C'est le cas à la commune de Point-E, où le maire fustige une distribution abusive et frauduleuse du document administratif. Palassemble se dit prêt à engager la bataille pour faire cesser la fraude. Il recommande par ailleurs au pouvoir en place à déjouer ces manœuvres qui, selon lui, commencent réellement à gagner du terrain. Il était face à la presse. Le compte-rendu est signé Abib Faye. Palassemble persiste et signe. Il ne laissera pas passer les cas de fraude pour les inscriptions sur les listes électorales dans sa commune. Maintenant, ce que nous n'allons pas accepter, c'est que le maire de la commune de Fan-Amitié ne soit pas élu par les populations de la commune de Fan-Amitié, mais que le maire est élu par Pikine, Guédiawaye, Route de Boune, Parcelles Assainies, Thiaroye. Mais attendez, on ne va pas se laisser faire. Beaucoup de fraudeurs rôdent dans sa localité en quête d'électeurs fictifs. Il compte rester en justice. Si ces gens pensent que la politique, c'est le vol, si ces gens pensent que la politique, c'est la magouille, mais ils se trompent. Je pense que nous avons été élus en 2014. Je vais prendre, moi, des mesures administratives et nous allons saisir le procureur, nous allons porter plainte. Parce que toutes les personnes qui sont ciblées dans cette affaire doivent répondre à la justice. Depuis l'ouverture exceptionnelle des listes électorales, certaines personnes ignorent l'existence de l'état civil de Fan, selon lui. Le maire d'affirmer que les certificats de résidence sont délivrés à la permanence de l'APR Amitié 2. Ce jour-là, nous avons des témoins, parce que je pense que la Sénat était là-bas, pour faire sa ronde. Un faux certificat de résidence, et elle ne connaît pas l'état civil de Fan. C'est des gens qui ont un faux document et qui sont régulièrement inscrits maintenant sur les listes électorales. Face à ces multiples cas de fraude et d'arnaque notés dans sa commune, l'édile de Fan, Amitié.e, invite le chef de l'État à arrêter ce phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur. Avec adresse Amitié 2. Et même son de cloche à Matam, où la bataille en direction des élections locales s'annonce rude. Des responsables de l'APR ont assiégé la préfecture pour déposer un mémorandum sur la table de l'autorité. Ils reprochent au maire de ne pas faire dans la transparence quant à l'obtention de ce fameux certificat de résidence pour les primo-votants. Les détails, c'est avec Ali Bandalian. Après avoir scellé une unité à l'assaut des prochaines élections locales, Souleymane Barkaba et Dikel Ngeban tapent du poing sur la table. Face aux difficultés d'enrôlement de leurs militants, les responsables de l'APR accompagnés de leurs militants ont assiégé la préfecture où ils ont remis un référendum sur la table de l'autorité. C'est à la limite inadmissible ce que le maire de Matam est en train de faire. Ici, les gens se connaissent. Le maire
peut délivrer en masse des certificats de résidence pour des gens qui lui sont favorables, sans même leur présence physique. Par contre, pour les militants de Dikel ou bien de Souleymane Barkaba, c'est la croix et la bannière. Il faut des témoins, il faut de la présence physique, et tel n'est pas le cas à son niveau. Autre chose beaucoup plus grave, à la limite, le maire est en train de donner la nationalité sénégalaise à des Mauritaniens. Et c'est à la limite triste et rigolo. Quand tu cries partout que tu es majoritaire, mais tu n'as pas besoin d'aller transférer des électeurs ailleurs. Le maire dit partout qu'il est majoritaire, il essaie de faire peur à notre chef de parti, le président Macky Sall. Et voilà comment il procède pour demain espérer être choisi. Nous n'accepterons pas. En boussant la même trompette, Dikel Ngeban va jusqu'à fortement décrier et dénoncer la violence exercée sur l'équipe de reporters de la RTS dans l'enceinte de la mairie. Que vos confrères journalistes, notamment des journalistes de la RTS, ont été brutalisés au vu et au su de tout le monde. Les vidéos existent, les vidéos circulent dans les réseaux sociaux. Nous considérons que c'est inacceptable. C'est des gens qui sont venus faire tranquillement leur travail. Nous allons unir nos forces pour mettre fin à ces faits. Pour ces 3 faits, nous avons remis une lettre d'information au préfet pour que nul n'en ignore. Entourés de monde acquis, les 2 responsables de l'APR annoncent avoir mis en place un dispositif pour contrecarrer les tentatives du maire dont ils se disent maintenant sûrs de la défaite. Et réponse du berger à la bergère, les partisans du maire de Matam rejettent ces accusations et dépeignent leurs camarades de parti tout simplement comme de mauvais perdants. Nous les écoutons à nouveau, toujours au micro d'Ali Bandagnan. Je viens apporter un démenti formel concernant les allégations portées à l'endroit de l'honorable député maire de Matam, M. Mamadou Mori Diaw. Il n'y a pas eu en aucun moment la rétention de résidence ni de transfert de votants donc, dans la commune. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont compris que vraiment que la bataille est déjà gagnée, la guerre est déjà perdue. Ce sont des allégations non fondées. On a toujours eu à gagner les 22 bureaux de la commune de Matam. La ville de Matam a confiance à l'honorable député maire Mamadou Mori. Les réalisations sont visibles, il a un bilan, donc tout Matam est derrière le maire. Retour à Dakar, à la commune de Dieuppeul-Derklé, plus précisément, le directeur général du port autonome de Dakar, porté à la tête de la coalition Benno Bokk Yakaar, déroule sa stratégie. Ababacar Sadikh Bèye identifie le transfert d'électeurs comme un élément essentiel à la victoire de la coalition aux prochaines locales. Nous l'écoutons au micro de Mamadou Fall. Nous avions des objectifs de transfert. Nous avons des objectifs. Combien de gens vont voter pour nous? Nous avons quantifié tout ça. Nous travaillons en direction d'un nombre X de gens qui vont voter pour nous. Nous avions prévu combien de transferts il nous faut. Nous sommes très en deçà du nombre de transferts qu'on veut. Parce qu'on sait aussi le potentiel de transfert qui existe dans la commune. Nous sommes très en deçà. On n'arrive pas à faire transférer le nombre de transferts qui existent aujourd'hui. On a donné les statistiques. Au moment où il parlait, on était à 213, 0,87%. En 2017, la commune faisait 29 000 inscrits. En 2019, quand on était autour de 25 000. Il y a pratiquement 4 000 qui étaient partis. Ça, c'est quoi? Donc, il faut qu'on arrête. Politique, questions sociales, pandémie, le khalife général des Tidjanes a fait le décryptage de l'actualité nationale. C'était hier, mercredi, à l'occasion de son traditionnel discours pour la célébration de la Tamkharit. Pour le président du cadre unitaire de l'islam au Sénégal, Cheikh Ahmed Tidiane Sy, il s'agit là d'une adresse à toute la population sénégalaise, sans distinction aucune. Mais justement, qu'en pensent les Sénégalais? Voyons tout cela avec Marcel Farba Maroun. 24 heures après le discours du khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, les Sénégalais se prononcent. Des propos appréciés un peu partout au moment où l'actualité sociopolitique est davantage
sur le devant de la scène. Quand je l'ai écouté, il m'a rappelé Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh lorsqu'il s'adressait aux Sénégalais. Parce que le discours d'hier rappelle que nous sommes tous égaux dans ce pays. Nous prions pour qu'il ait une longue vie et une santé de fer. Qu'il en soit de même pour tous les khalifes et les chefs religieux et coutumiers. Que la paix règne au Sénégal. Si l'État ne prend pas ses responsabilités dans sa manière de diriger, c'est qu'il ne mérite pas d'être appelé État. C'est comme si les dirigeants avaient peur, et tel ne devrait pas être le cas. Il doit prendre des décisions drastiques lorsqu'on enfreint la loi, parce que sans vaccination, la contamination risque de s'intensifier. Tout le monde doit se vacciner. Le message du khalife général des Tidianes s'adresse ainsi à tous les Sénégalais, sans distinction aucune. Sur la forme, le khalife a tenu à interpeller la totalité des communautés religieuses qui sont concernées en étant exhaustif dans la citation qu'il a faite des différentes communautés religieuses. Donc cela c'est important pour montrer qu'il ne parlait pas uniquement aux Tidjanes, il ne parlait pas uniquement peut-être même aux musulmans parce qu'il n'a pas parlé à l'église. Il a interpellé la responsabilité individuelle de chaque personne dans ce qui est en train de nous arriver, en tout cas toute la désolation ou tous les doutes, les incertitudes qu'aujourd'hui nous vivons du fait de la Covid-19. Mais aussi des problèmes sociaux qui sont liés à notre comportement de tous les jours. L'urgence pour le khalife se situe donc au niveau de la lutte contre le Covid-19. Il appelle ainsi à une mobilisation autour de questions d'intérêt national en lieu et place de celles politiques, vecteurs de division dans la société. Nous restons avec Serigne Babacar Sy Mansour dont le message a été également décrypté par le délégué général au pèlerinage et selon Abdelaziz Kébé, c'est un discours plein d'enseignements et qui tient compte des enjeux du moment. Nous l'écoutons avec Seylatir. Serigne Babacar Sy Mansour nous rappelle que nous avons deux attitudes, que nous avons deux directions, mais qui vont vers le même but. La première attitude, c'est le recours à Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur, celui qui aujourd'hui éprouve l'humanité par cette pandémie à travers le virus que nous connaissons. Mais recourir à Allah subhanahu wa ta'ala, lui demander de dissiper nos craintes et nos inquiétudes, mais c'est marcher également résolument avec les instruments qu'il nous a donnés. Le khalife rappelle que les élites doivent faire preuve d'exemplarité dans le bon sens, afin que les populations puissent voir sur ce leadership le reflet de leur désir, le reflet de leur espoir, le reflet de leur espérance dans la construction de ce pays. Parlons santé à présent avec les hôpitaux de Fann et d'Al Djam renforcés pour une meilleure prise en charge des malades. Les deux infrastructures sanitaires viennent de bénéficier chacune de centrales d'oxygène de 40 mètres cubes. La cérémonie de réception s'est tenue en présence du patron du ministère de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, qui affirme que les besoins en oxygène des CTE sont actuellement comblés. Alassane Ba. Le Sénégal n'a jamais connu de rupture en matière d'oxygène depuis le début de la pandémie. C'est une précision que le ministre Abdoulaye Diouf Sarr a voulu faire. Aujourd'hui, au niveau donc de la riposte sanitaire, les besoins en oxygène du Sénégal sont comblés. Aujourd'hui, nous n'avons pas de déficit, de problème d'oxygène. En plus de fournir dans les meilleures conditions les structures privées, les structures publiques, c'est-à-dire les hôpitaux, les centres de santé et autres, nous avons même décidé d'élargir pour pouvoir fournir les structures privées qui en ont besoin. Au moment où je vous parle, nous n'avons pas de manière véritablement objective de problème de production et de disponibilité d'oxygène. Et ça depuis le début de la riposte. Le ministère de la Santé vient de réceptionner 2 centrales d'oxygène destinées aux CTE de Fann et d'Al Djam. Elles viennent renforcer le dispositif en place. Ces centrales de dernière génération vont permettre d'économiser 60% d'énergie. Les 2 centrales-là, c'est des centrales de type VPSA, qui est une nouvelle technologie, qui fait une économie d'énergie de 60%. Ces centrales de production d'oxygène, ils produisent l'oxygène à partir de l'air ambiant. Ils n'ont besoin que l'électricité et la bonne maintenance. Il faut noter que ces centrales-là
c'est le Sénégal qui est le premier bénéficiaire de partout dans le monde de cette nouvelle technologie. Ces centrales que nous recevons aujourd'hui vont être positionnées dès demain à Fan et à Dalal Jamm. Mais l'importance et l'intérêt des centrales, c'est que c'est déjà configuré en conteneur. Il suffit juste de les poser, de les brancher et de commencer la production, ce qui nous permet véritablement d'économiser toute l'infrastructure qui devrait normalement l'accompagner dans les anciennes technologies. Donc c'est des centrales d'une technologie tout à fait moderne, de dernière génération, qui peut produire 40 m3/h, mais en plus qui peut même remplir des bouteilles à destination d'autres structures. Ça aussi, c'est une autre facilité extrêmement importante. D'autres centrales sont attendues, 35 au total. En investissement de l'État du Sénégal, chaque mois, 2 seront réceptionnés. L'objectif est de doter tout le pays. Nous restons avec le ministre de la Santé qui s'est également exprimé sur la baisse des cas de Covid constatés ces derniers jours. Selon lui, la prise de conscience des Sénégalais quant à la nécessité de se faire vacciner a été déterminante pour aboutir à ce résultat. Abdoulaye Diouf Sarr, que nous écoutons toujours au micro d'Alassane Ba. Aujourd'hui, cet effort sur la vaccination est quand même un point important qu'il faut noter si on avait le droit de énumérer les causes de ce recul de la vague. Autre élément important, c'est la prise de conscience collective. Parce que cette prise de conscience des populations par rapport à cette vague en termes de protection nous semble être importante. On a vu quand même que ces derniers temps, la mobilisation vers la vaccination a été véritablement de mise. Au début, ce n'était pas évident. Il y avait beaucoup de fake news, il y avait beaucoup de réticences. Mais cette fois, on a vu quand même que les populations ont compris et définitivement compris qu'avec le vaccin, on peut se protéger. D'ailleurs, quand on regarde la cartographie des décès, on se rend compte que les décès souvent touchent les personnes non vaccinées ou les personnes vivant avec des comorbidités. Autre élément, c'est aussi la mobilisation des Sénégalaises et des Sénégalais. Aujourd'hui, il faut reconnaître que les populations comprennent que nous sommes dans une situation où il faut se lever comme un seul homme pour se défendre. Et au moment où l'autorité rassure, certains syndicats ruent dans les brancards. 48 heures de grève générale les 13 et 14 septembre prochains. C'est la décision du syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social qui déterre ainsi la hache de guerre. Chersek et ses collaborateurs parlent d'une gestion chaotique et dénoncent une gestion politicienne de la pandémie. Aminata Mbaresso, Modou Diop, compte rendu. La situation des structures sanitaires sénégalaises est tout simplement catastrophique. Ce que nous avons constaté et qu'il faut déplorer, quand l'hôpital de Kaffrine devrait être inauguré, quand l'hôpital de Sédhiou n'a pas encore été inauguré, l'hôpital de Kédougou, le problème majeur qui s'est posé au niveau du ministère de la Santé, où trouver le personnel. Depuis 4 ans, en dehors du concours spécial, on n'a pas ouvert de concours pour la formation de ces techniciens en anesthésie réanimation. Ce qui est plus grave, c'était la situation même des malades souffrant d'insuffisance rénale. Quand vous construisez des centres de dialyse et que vous n'avez pas un seul technicien supérieur, un seul technicien en hémodialyse ou en néphro sur le marché, c'est extrêmement grave. Aujourd'hui, ces 6 centres sont là, fermés, ne peuvent pas s'ouvrir parce que depuis 4 ans, on n'a pas ouvert de concours pour former ces mêmes personnes. Et pourtant, c'est le président de la République lui-même qui avait déclaré récemment vouloir créer 300 000 emplois. Autre fait souligné par Chersek, la gestion de la pandémie Covid-19. On nous a donné 105 milliards. Notre budget est de 200 milliards. 105 milliards pour une seule maladie. Et aujourd'hui, vous allez dans les hôpitaux, ce que vous constatez, c'est ahurissant. Donc, où sont passés ces 105 milliards-là? Face à tous ces manquements, le syndicat a décidé d'aller en grève les 13 et 14 septembre prochains. Nous sommes réunis ce jour pour décliner en même temps un plan d'action de lutte. Parce qu'au point de vue de la loi, je pense que le délai qui nous était imparti, c'est-à-dire de 1 mois, a été largement dépassé. Et pour cette raison, nous avons décidé de décréter 48 heures de grève d'avertissement les 13 et les 14 septembre 2021 sur l'ensemble du territoire national avec des assemblées générales dans toutes les sections et dans l'ensemble des régions
du pays. L'octroi des indemnités de logement pour le personnel soignant, mais aussi une meilleure gestion de leur carrière. En santé publique. Et nous restons dans le registre de la santé. Si le variant Delta préoccupe à plus d'un titre les autorités sanitaires, les habitants de la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Conakry, eux, se disent hantés par une possible propagation de la maladie Ebola qui sévit actuellement en Guinée. Avec le brassage des communautés, la libre circulation des personnes entre les deux pays, ces populations lancent l'alerte dans ce reportage signé Abdoulaye Diallo. Les habitants le long de la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Conakry sont hantés par la propagation de la maladie hémorragique à virus Ebola qui sévit en Guinée. Il y a des risques, vraiment, il y a beaucoup de risques dans ça. Il y a beaucoup de risques parce qu'une personne qui nous vient de la Guinée, nous ne savons pas c'est quel genre de personne. Bien sûr, comme on est dans la zone frontalière, vraiment les jeunes passent de gauche à droite nuit et jour. Donc c'est le conseil que nous pourrons vraiment lancer à travers la jeunesse, c'est qu'ils doivent vraiment être très prudents. Être très prudents qu'ils ne soient pas les vecteurs de contamination de leur peuple. Avec le brassage des communautés des deux côtés, les flux des personnes entre les deux pays sont très importants. C'est dans ce contexte que USAID Breakthrough Action a renforcé les capacités des acteurs du transport et mené des activités de sensibilisation pour parer à cette maladie dans cette bande transfrontalière. Donc vous savez, après la déclaration de cas Ebola au niveau de la Guinée forestière, on a identifié avec les autorités administratives, régionales et territoriales de la région les points d'entrée officiels. C'est pourquoi on a identifié les acteurs de première ligne dans cette sensibilisation, qui sont les conducteurs de mototaxi, qui transportent les personnes de la Guinée vers le Sénégal et du Sénégal vers la Guinée. Et nous avons aussi identifié les chefs de village, parce que ici les chefs de village jouent un rôle primordial dans l'accueil, dans l'hébergement, mais aussi dans l'orientation, dans les orientations des étrangers. Essayer de prendre toutes les dispositions avec les acteurs communautaires pour que cette fois-ci, l'Ebola n'entre pas au Sénégal. Comme vous le savez, nous sommes ici à Kalifourou, un point frontalier avec la Guinée. Et il y a beaucoup d'activités d'aller-retour entre le Sénégal et la Guinée. L'eau est un intrant de qualité dans la lutte contre ces maladies. Malheureusement, les populations vivant le long de cette frontière souffrent d'un manque criard d'eau potable dans leur localité. Allez, fini la santé pour ce soir. Passons à l'environnement. À Saint-Louis, le phénomène des inondations est devenu une question plus que préoccupante. Et pour cause, dans certaines zones de la vieille ville, la remontée de la nappe perturbe l'écosystème en plus d'être un réel frein pour la mobilité des individus. Une situation assez sérieuse qui a poussé un comité de géologues à se pencher sur la question, ou plutôt sur les questions, devrais-je dire, puisque ces experts ont également évoqué les difficultés liées à la brèche. Au Sénégal, le phénomène des inondations devient récurrent. Après la pluie, c'est toujours le calvaire des milliers de familles qui vivent dans des zones inondables. Les géologues du Sénégal ont apporté un regard critique sur ce phénomène lors d'une rencontre en webinaire. Vous savez, la région de Dakar est une zone qui est très vulnérable et cette vulnérabilité date de très longtemps. L'inondation est causée par la remontée de la nappe. Et ça, il y a le professeur Serigne Faye qui est revenu sur ça, parce que la nappe est saturée. La nappe est saturée et avec les fortes pluviométries, voilà, de plus en plus, c'est une nappe qui remonte et qui est près de la surface à moins de 2 mètres. Pour résoudre ce phénomène, l'Association des géologues du Sénégal dresse des pistes de solutions. Vous savez, il y a des solutions qui sont temporaires, à savoir le pompage de la nappe, mais c'est des solutions qui ne sont pas durables. Maintenant, aussi, il faudrait faire une cartographie des risques, c'est-à-dire un géorisque, une étude de géorisque, pour identifier toutes les zones vulnérables qui sont dans la région de Dakar et dans les autres régions. Et ensuite proposer des solutions. Donc ce n'est pas une solution qu'on peut donner aujourd'hui, mais c'est une solution qui va découler d'une étude cartographique de la zone des risques et ensuite des solutions seront proposées. La rencontre a permis également aux géologues de parler de la brèche de Saint-Louis qui s'agrandit chaque jour. Elle passe de 5 mètres à plus de 15 km aujourd'hui avec ses conséquences désastreuses. On a parlé de la brèche de Saint-Louis.
Je pense que là, les zoologues avaient alerté de cette brèche-là, de l'ouverture de cette brèche qui est en train de causer d'énormes problèmes. Les géologues du Sénégal veulent des solutions définitives au phénomène des inondations. Cette année, dès les premières pluies, beaucoup de quartiers vivent dans les eaux pluviales. Ils proposent ainsi des études de risques géologiques sérieuses pour éradiquer ce phénomène. Coup de projecteur sur un ouvrage intitulé « Les deux hontes de Tondibi ». Dans ce roman, l'auteur Mamadou Bamba Ndiaye revient sur la guerre qui a opposé l'Empire Songhai aux troupes marocaines. Les faits remontent au XVIe siècle. Une confrontation qui s'était soldée par une cuisante de l'armée, défaite de l'armée ouest-africaine. Bienvenue dans votre rubrique « Les bonnes feuilles de la rédaction », des notes de lecture signées Ibou Diouf. Une longue histoire qui fait référence à une guerre qui a eu lieu au XVIe siècle avec l'Empire Songhai, battu par les troupes marocaines. L'auteur s'appuie sur cette histoire pour relater encore les facteurs qui ont occasionné la défaite de la puissance d'alors. Je raconte un peu cette histoire en observant des comportements négatifs qui d'ailleurs sont toujours nos comportements. Ces comportements sont liés à la division, aux rivalités injustifiées qui finissent par remettre en cause l'intérêt général. L'ouvrage est composé de deux parties, une constituée d'informations historiques et une autre qui s'intéresse au vécu du personnage principal, Cheikhouna Ndiaye. Qui est un jeune qui est issu de toute cette histoire-là et mondialisé, qui a fait ses études supérieures, qui travaille dans une entreprise multinationale et qui est confronté justement à toutes ces contradictions dont je parlais tout à l'heure. Peut-être lui, sur le plan personnel, il s'est réalisé, mais il sait qu'il fait partie d'une famille, d'un peuple, d'un pays dont les intérêts ne sont pas du tout sauvegardés dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et ce déchirement-là, ce qu'il vit, et c'est un peu ce qui explique la façon dont le roman se termine. Dans les deux hontes de Tondibi, l'auteur évoque une perte de repères avant de s'adonner à un bref rappel. Et quand on en parle à la jeunesse, parce que mon objectif c'est de parler aux jeunes, notamment les jeunes francophones qui n'ont pas fait le Dara et tout ça, de redonner une idée de qui est Serigne Touba, parce que nous avons des personnages historiques dont nous devons être fiers. Tous les pays, en sens, leur personnage historique, si vous allez en France, ils vont parler de Vercingétorix, etc. C'est ça qu'ils disent, qu'ils racontent à leurs enfants. Entre melon réel, imaginaire et merveilleux, l'auteur explore des thématiques brûlantes comme la colonisation, l'immigration, le racisme, le djihadisme et la renaissance africaine. La page des sports avant de boucler cette édition. L'international sénégalais Youssouf Sabaly forfait pour les matchs du Sénégal face au Togo et au Congo prévus au mois de septembre prochain. N'Golo Kanté, Jorginho ou encore Kevin De Bruyne nommés pour le trophée du joueur de la saison en Europe. Puis début de la Coupe du monde de beach soccer ce jeudi en Russie avec le revers du Mozambique alors que le Sénégal joue ce vendredi à midi. C'est le menu du round-up de l'actualité sportive signé Chersali Boudjara. Le beach soccer pour commencer. La 11e Coupe du monde de la discipline se déroule actuellement en Russie. 4 rencontres étaient au programme ce jeudi. Le Mozambique, un des représentants de l'Afrique, a débuté par une défaite 8-4 face à l'Espagne. Le Sénégal, champion d'Afrique, entre en lice ce vendredi face à l'Uruguay. Un match prévu à partir de 12h au stadium de Luzhniki. Pendant ce temps, le sélectionneur de l'équipe nationale de football du Sénégal, Aliou Cissé, va devoir faire sans Youssouf Sabaly lors des 2 premières rencontres des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. L'arrière latéral nouveau sociétaire de Betis Séville en Espagne est en effet blessé à la cuisse gauche. Une blessure qui va éloigner des terrains Sabaly 28 ans durant quelques mois selon l'entraîneur du club, Manuel Pellegrini. Son absence est presque actée pour les matchs face au Togo le 1er septembre et le Congo le 7 septembre prochain. En Europe, le titre de meilleur joueur de la saison de l'UEFA va se jouer entre les joueurs de Chelsea N'Golo Kanté et Jorginho et le pensionnaire de Manchester City, Kevin De Bruyne. L'heure élu sera connu le 26 août prochain lors du tirage au sort des poules de la Ligue des Champions à Istanbul. Il succédera à Robert Lewandowski du Bayern Munich.
Pour le trophée du meilleur entraîneur, Thomas Tuchel de Chelsea, Pep Guardiola de Manchester City et Roberto Mancini, sélectionneur de l'Italie, champion d'Europe des Nations, sont nommés. Basketball pour terminer, l'équipe nationale du Sénégal va rallier le Rwanda ce vendredi à 4 jours du démarrage de l'Afro-Basket du 24 août au 5 septembre. La liste des 12 lions retenus par le sélectionneur Boniface Ndong sera connue avant le départ. Ambitieux, à l'orée de cette compétition, les équipiers du capitaine Youssouf Ndoye visent le sacre qui fuit le Sénégal depuis 1997. L'espoir est permis cette année avec le Nigeria vice-champion d'Afrique et un des prétendants qui se déplace sans tous ses atouts. Ces joueurs NBA ne seront pas sur le parquet de Kigali. Allez, foot toujours. L'AS HLM de Dakar a un nouvel entraîneur qui se nomme Al-Ousseynou Sène. Le club du National 1 lui assigne la remontée dans l'élite et cela dans les 4 prochaines années. Reportage toujours avec Chersadi Boudiara, récit d'Ibrahim Akana. L'AS HLM, promu en National 1, présente son nouvel entraîneur. Al-Ousseynou Sène, titulaire d'une licence B de la CAF, est passé sur les bancs de l'US Ouakam et du Stade de Mbour. L'objectif commun, retrouver l'élite dans un avenir proche. Ils m'ont convaincu par rapport à l'ambition qu'ils ont pour amener l'équipe en deuxième division. Ça fait 2 ans, je caracole en National 2, en National 1 avec la Jeanne de Dakar. Donc moi, comme je dis, je suis un entraîneur qui pratique le football. Même si tu es en division régionale, c'est le football, j'y vais. Donc je n'ai pas la tendance de dire que non, il faut rester dans les... Il faut travailler partout. Même si on me donnait des juniors pour les former ou des cadets pour les former, moi je suis prêt pour travailler. Faire le maximum de victoires en championnat. Et puis au finish, on va décompter. Si on décompte et on est premier, on sera en deuxième division. L'expérimenté coach ne manque pas aussi d'ambition au plan personnel. C'est pour renforcer mon CV aussi. Si je parviens à amener l'AS HLM en deuxième division, c'est renforcer mon CV. Donc il faut avoir des challenges, de se montrer chaque jour, de se mettre en cause. Parce que redescendre en deuxième division, c'est me remettre en cause. Si je parviens à les amener en deuxième division en ligue professionnelle, c'est parce que je peux me considérer comme un bon entraîneur dans ce football sénégalais. En attendant, l'AS HLM compte bien profiter de son expertise en vue de retrouver le football professionnel sénégalais. Mais cela passera d'abord par une confirmation sur le terrain. Et nous quittons le gazon vert pour les pistes 13-06 au triple saut pour l'athlète sénégalaise Salissar lors des qualifications à Nairobi. Elle a donc effectué la 4e meilleure performance de l'ensemble des 2 groupes, synonyme de qualification pour la finale des championnats du monde de U20, médaillée 27 fois dans les petites catégories, 17 d'or, 8 d'argent, 2 de bronze. La native de Ouakam est âgée de 19 ans. Elle rêve d'aller plus loin en alliant sport et études et nous lui souhaitons une très belle carrière. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Je vous dis à très vite et je vous souhaite un bon week-end sur la télévision Futur Média. Tout de suite, la version française du Soir d'Info avec Barthélémy Ngom qui reçoit Moustapha Tall, président du mouvement des industriels et commerçants du Sénégal. Voilà, vous savez tout. Bonne fin de week-end avec la TF.